Bonjour chers téléspectateurs, à votre nouveau numéro de Focus la Mauritanie. Le 28 novembre 1960, 10 juillet 1968, la Mauritanie avait connu 18 ans de présidence de Maître Mokhtar Ould Daddah. Depuis que les militaires sont emparés du pouvoir, ces 18 années de l'histoire de notre pays est très méconnue. Beaucoup d'observateurs croient même que cette époque a été dénaturée par ceux qui ont gouverné ce pays, c'est-à-dire les militaires. Donc, je reçois pour vous aujourd'hui un invité spécialement bien placé pour parler de cette étape de notre vie nationale, car il fut ministre de 1971 à 1968. Monsieur Bamamadou Alassane, président du PLEJ, Parti pour la liberté, l'égalité et la justice. Il fut ambassadeur en Roumanie et en Algérie, consultant international chargé de trouver une solution à la crise à Bangui en Centrafrique, diplômé de la Sorbonne, écrivain, homme politique. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Donc nous allons suivre ensemble un reportage ou un mini-documentaire qui parle de juillet 1968. Comment les militaires, quand ils ont pris le pouvoir, expliquaient aux Mauritaniens le pourquoi de ce coup d'État. On va le suivre ensemble. Mauritaniens, peuple de héros, leur en dernier recours de la légitimité nationale, conscientes de leurs responsabilités, ont pris le pouvoir. Je devrais dire plutôt, ont repris le pouvoir à ceux qui l'ont lâchement spolié. Au lendemain de la reprise du pouvoir, un nouveau gouvernement entre en fonction. Constitué de 16 membres, 8 militaires et 8 civils, il est présidé également, comme le comité militaire de redressement national, par le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Salek. Ce gouvernement nouveau aidera le comité militaire dans l'accomplissement de sa mission salvatrice. La première réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef du gouvernement, sera pour les nouveaux responsables l'occasion de mesurer l'étendue de cette mission. Il s'agit de faire face tout à la fois à une certaine dégradation des mœurs, à la corruption, aux carences d'une administration pléthorique, à la nécessité de restaurer nos finances, sans oublier l'objectif numéro 1, conduire le peuple mauritanien sur les chemins de la paix, tout en rendant la priorité aux projets de développement mis en veilleuse. Conscient des problèmes et de ces urgences, le comité militaire de redressement national et le gouvernement vont s'atteler à la lourde tâche de trouver les solutions qui s'imposent. Si l'héritage est lourd, il est porté par des hommes dont la foi et l'amour de la patrie sont un puissant stimulant pour l'accomplissement d'immenses tâches. Tel se présente tout particulièrement l'animateur du redressement national, le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Salek, président du comité militaire et chef du gouvernement. Le peuple mauritanien a senti spontanément qu'il pouvait faire confiance à ce soldat courageux, à ce patriote ardent de 50 ans qui s'est déclaré hostile au pouvoir personnel et dont les premiers mots ont été ceux les travailleurs ont pu acclamer le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Salek et les membres du comité militaire. Le chef du gouvernement devait prendre la parole pour remercier les milliers de manifestants afin de rappeler pour quel motif étaient intervenues les forces armées mauritaniennes en reprenant le pouvoir le 10 juillet. D'autres motions de soutien allaient parvenir quotidiennement au comité militaire, provenant de tous les points du territoire national.
cette confiance populaire, le président du comité militaire de redressement national, chef du gouvernement, a répondu le 13 juillet par un important message à la nation. Je m'adresse à vous tous, habitants des villes et de la campagne, où que vous soyez, et quelle que soit votre profession, fonctionnaires, travailleurs de tous les secteurs de la vie économique, industriels, commerçants, paysans, éleveurs, et quel que soit votre âge, pour vous informer. Vous en avez le plein droit et j'en ai le devoir. Nous avons tous souffert des humiliations du pouvoir personnel qui a réduit à néant les institutions que vous vous êtes données en 1960. L'instauration du pouvoir personnel a conduit notre pays au bord de la ruine. Ruine politique, par la confiscation des libertés publiques et le développement chez le citoyen, traditionnellement attaché à sa liberté d'expression et à la défense des intérêts de sa communauté, de comportements de courtisans étrangers à nos valeurs morales. Ruine morale, par la tentative de destruction des valeurs de notre société, profondément enracinées dans notre religion. Ruine économique et financière, par la prolifération d'entraves à la liberté d'entreprise, une mauvaise allocation des ressources disponibles, des ambitions économiques démesurées et incompatibles avec les possibilités d'endettement du pays, des ambitions politiques poursuivies au mépris de la Constitution et sans préparation. Comme vous tous, les officiers, sous-officiers et soldats de votre armée, ne sont attachés au respect des institutions démocratiques que dans la mesure où elles fonctionnent normalement. Le comité faisant confiance à la nation pour que le calme et la dignité dont notre action a été empreinte jusqu'ici servent de modèle. Sur le plan extérieur, nous avons avec de nombreux peuples des liens particuliers de fraternité, de voisinage, des intérêts nombreux et variés, sans parler des liens de sang. Nous saurons faire valoir ces liens privilégiés et les exploiter au mieux de nos intérêts propres. Notre action étant purement d'inspiration nationale, on comprendra que nous prendrons notre bien partout où nous le trouverons. Le comité militaire de redressement national tient à affirmer solennellement sa foi en l'unité africaine, en l'unité arabe et en la nécessité de renforcer la coopération arabo-africaine. Son attachement aux groupes régionaux et sous-régionaux tels que l'OMVS, la CAO, la CEDEAO. Son adhésion totale aux chartes de l'ONU, de l'OIA et de la Ligue des États arabes. Son soutien au peuple palestinien, à ceux du Zimbabwe, de la Namibie et de l'Afrique du Sud dans leur lutte de libération nationale. Sa détermination de respecter tous les accords conclus au nom de la Mauritanie et garantissant les intérêts de son peuple. Sa foi au principe du non-alignement et aux idéaux de la conférence islamique. Sa solidarité avec les autres pays du tiers-monde dans leur lutte pour l'avènement d'un ordre économique mondial plus juste et plus équitable. L'heure gigantesque de l'effort à accomplir ont été droit au cœur du peuple mauritanien. Il a conscience d'être libéré. Il sent que la nation est désormais menée en fonction de ses intérêts supérieurs. Il constate aussi que le processus menant à la paix est engagé. Autant de raisons profondes pour que le pays tout entier adhère à la cause du redressement national, lui apporte son plein concours. Alors, Président, quand vous entendez l'ex-président le lieutenant-colonel Ould-Salek parler de l'humiliation, du pouvoir personnel, un pays au bord de la ruine politique et la ruine morale, vous avez envie de répondre à l'ex-président? Oui, cher ami, d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Je
salue nos téléspectateurs. Merci. Je salue et je félicite les journalistes de Wadaniya Télévision. Merci. Pour m'avoir invité ici ce soir et aussi pour leurs compétences, parce que j'ai entendu beaucoup parler du bien de ces journalistes de Wadaniya Télévision. Cela dit, je voudrais aussi, avant de répondre à votre question, dire que bientôt ce sera le 28 novembre. Oui. Ce sera une journée de triste mémoire. De? Très triste mémoire. Oui. Parce que vous vous rappelez que c'est une journée où 28 négro-mauritaniens ont été tués. Certains pendus, d'autres fusillés, d'autres mis dans des fosses communes. C'est malheureux. C'est très triste. C'est pour cette raison que je demande, en toute sincérité, à tous les Mauritaniens, où qu'ils se trouvent, de toujours observer 1 minute de silence. Tous les 28 novembre. À l'occasion de cette journée de 28 novembre, qui a attristé, journée qui a attristé toutes les fêtes de 28 novembre. Car tous les Mauritaniens originaires du Sud, au cours de cette journée du 28, sont très très mécontents. Moi y compris, parce que moi aussi j'ai eu même des parents qui ont été assassinés. Oui, mais tous les Mauritaniens, donc, qu'ils soient du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, doivent observer cette minute de silence. Absolument, ils doivent observer cette minute de silence. Et aussi, en parlant de ces 28 qui ont été tués, on pense aussi à ce problème de l'unité nationale qu'il faut régler, qui n'a jamais été réglé, y compris le problème des déportés. Justement, on en parlera tout à l'heure, parce que la tâche la plus importante qu'il fallait accomplir, c'est d'abord de régler le problème de l'unité nationale, pour qu'il y ait cette unité et cette fraternité, cette solidarité, cette amitié entre les Mauritaniens. Président, on va certainement revenir à l'unité nationale. Cela dit. Par contre, il ne faut pas oublier que vous êtes là en tant que, bien sûr comme politique, mais vous êtes là en tant que membre de cette équipe qui a gouverné la Mauritanie. Je ne l'ai pas oublié. Vous étiez ministre de 1971 à 1968, je rappelle ça. Absolument. Et donc, ces militaires qui ont fait ce coup d'État et qui parlent d'humiliation du pouvoir personnel, qui parlent de problèmes d'origine politique ou de morale. Je vais en parler tout à l'heure. Oui. Toujours à propos du 21 novembre, si c'était vraiment cette journée du 28, j'allais demander ici même, avant qu'on ne commence à parler, de nous lever pour observer cette minute de silence. Mais on le fera. On est tout à fait d'accord avec vous. Mes chers amis, j'ai écouté ce que vient de dire. D'abord, c'est un promotionnaire. Vous savez que nous avons fait le collège de Rousseau ensemble pendant 4 ans. Ce qu'il vient de dire, ça me fait sourire. Parce que, d'abord, cette manifestation, ce soutien, ça n'a aucune signification. Pourquoi? Parce que depuis l'indépendance jusqu'à présent, on a observé qu'à chaque fois qu'un chef d'État vient, il y a des manifestations. Toujours. Ouais. Donc, quand on a fait le coup d'État au maître Mokhtar Ould Daddah, les gens ont applaudi. Alors qu'avant, tous étaient avec lui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le coup d'État du 12-84, on a aussi applaudi. Les mêmes ont applaudi. Les mêmes ont applaudi. Et puis ensuite, quand le PRDC est parti, après le départ du chef d'État ici du 12-84, au moment de ce coup d'État, les gens ont encore applaudi. Et même si le chef d'État actuel encore quitte le pouvoir pour une raison ou pour une autre, les gens vont encore applaudir. Donc ces applaudissements ne valent rien dire. Cela signifie tout simplement que beaucoup sont avec les pouvoirs successifs, pas par conviction, mais par intérêt. Et ça aussi, c'est extrêmement grave. Ensuite, je crois, et je suis sûr... Mais il parle de corruption, il parle de problème moral. Problème moral. D'abord, je vais vous donner au moins jusqu'à 22 réalisations. Mais n'oubliez pas que beaucoup de jeunes ne connaissent pas ça. Ça pas du tout. Je vais parce qu'on parlait qu'à l'époque, les responsables, l'enrichissement des responsables n'existait pas. Tout ce que je vais dire, ça va démontrer qu'au fond,
ce qu'il a dit, Allez-y. ce n'est pas exact. Premièrement, d'abord, il faut être reconnaissant envers ce pouvoir, Cette équipe cette équipe, première équipe. la première équipe. Pourquoi? Première réalisation. Il ne faut pas oublier quand même que cette équipe a donné la souveraineté nationale à la Mauritanie. Elle a tout fait pour que la Mauritanie soit indépendante. La Mauritanie a été contestée, vous le savez bien. L'indépendance de la Mauritanie a été Absolument a été contestée. Autrement dit, cette génération, cette équipe nous a donné la patrie mauritanienne. S'il n'y avait pas cette équipe, ce n'est pas sûr que nous allions être là ce soir. Ah bon? Parce que maintenant, absolument, parce que maintenant, nous nous disons Mauritaniens. Mais nous aurions pu ne pas être Mauritaniens du tout. Parce qu'à ce moment, il y avait un pays qui avait revendiqué la Mauritanie, qui avait dit que la Mauritanie, c'était une partie intégrante de son territoire. Il a Ça fallu... veut dire que moi, j'aurais pu être marocain et vous aurez pu être sénégalais ou j'aurais malien, pu être marocain, etc. Marocain, ou ça, surtout marocain. ou malien ou marocain? Absolument. Donc, nous, on a tout fait pour que la Mauritanie soit un pays indépendant, souverain, reconnu par les Nations Unies. Et le premier pays à avoir reconnu la Mauritanie comme pays souverain indépendant, c'est la Tunisie. C'est la Tunisie. Donc, ça, les ça jeunes déjà, doivent... c'est extrêmement important. Donc les jeunes ne doivent pas oublier ce combat. Ne doivent pas oublier ce combat. D'abord, Existence. cette réussite. On nous a donné une patrie. Ça, c'est important. Les jeunes ne doivent pas l'oublier. Deuxièmement, il ne faut pas quand même oublier qu'en fait, nous avons une capitale qui s'appelle Nouakchott. Qui sortait des désert. Nouakchott, il n'y avait rien. Il y avait un petit village, ça. Après le reste, c'est le désert, c'est le sable, ce sont les chacals. Par la volonté de cette équipe, il y a eu une capitale qui était à ce moment à Saint-Louis. Cela aussi, on ne doit pas l'oublier. Malheureusement, certains ont eu tendance à l'oublier. Et celui qui vient de parler, vous savez, en l'écoutant, il n'a rien dit de tout ce que cette équipe a fait. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Ce qui prouve que ce n'est pas honnête. Ce n'est pas fini. Troisièmement, cette équipe a quand même cherché à unir les Mauritaniens. N'oublions pas qu'avant 1960, il y avait quand même d'abord des partis politiques, des tendances politiques, des mouvements politiques, des mouvements. Certains voulaient attirer la Mauritanie vers le nord, d'autres vers le sud. Et il faut dire que cette équipe a tout fait pour regrouper les Mauritaniens au sein d'un parti, le parti du peuple mauritanien. Si à ce moment il y avait multipartisme, qu'est-ce qui allait se produire? Mais c'était la dislocation de la Mauritanie. Oui, mais c'est trop facile, Président, de dire que... Parce que tout simplement... qu'à l'époque, il ne pouvait pas y avoir démocratie. D'ailleurs, on sait que les pays à côté... Il y a d'abord démocratie, mais je veux dire... C'était à peu près comme ça un peu partout. Je veux dire que si à ce moment il y avait eu multipartisme, qu'est-ce qui allait se passer? Mais il y avait beaucoup de compte tenu de beaucoup de facteurs, manque d'éducation civique, tribalisme, régionalisme, mais chaque tribu fallait peut-être former son parti, et ça n'était fini dans la Mauritanie. Donc, ce parti, quand même, a eu l'avantage d'unir les Mauritaniens. D'unir les Mauritaniens. Ça aussi, ce n'est pas à oublier. Ensuite, il y avait aussi une contestation de la jeunesse et une contestation des qualifiés. L'équipe avait à faire face à cette contestation. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a pu résoudre ce problème de contestation. Comment? D'abord en donnant aux Mauritaniens la liberté d'expression. Il y avait une liberté d'expression Il y avait une liberté d'expression au sein de, aussi bizarre que cela puisse paraître. Je peux même dire qu'il y avait plus de liberté d'expression au sein du parti du peuple mauritanien qu'il y en a dans le cadre du multipartisme. Dans le Conseil des ministres, Président, vous pouviez à l'époque critiquer le président sans aucun problème? Conseil des ministres. Ouais. Chaque ministre donnait son point de vue. Et après, le président, lui, il donne son point de vue. Et quand il donne la parole à chacun d'entre nous, dès qu'il s'aperçoit qu'il est mis en minorité, il ne prend pas de décision. Pourtant, il est libre de prendre une décision, parce qu'on ne vote pas au Conseil des ministres. Mais, dès qu'il s'aperçoit que son point de vue est minoritaire, il dit, bon, alors, comme maintenant, ce problème-là, on va l'approfondir davantage, on va attendre une autre fois. Voilà ce qu'il nous dit. Donc, il y a démocratie. Est-ce que
Est-ce que c'est ce qui s'est passé sous le régime 12-12-84? Est-ce que c'est ce qui se passe sous le régime actuel? Mais vous pouviez les critiquer personnellement, directement? Absolument. On peut dire, monsieur le président... Et là monsieur l'ex-président, le lieutenant-colonel Ould Saleh, qui parle de corruption. La corruption. Vous étiez riche à l'époque, les membres du gouvernement? Je vais vous dire une chose. Et ça, c'est capital à retenir. Le chef de l'État mauritanien nous disait que si nous voulions nous enrichir, nous devons aller faire le commerce, ou aller dans le monde des affaires. Que nous sommes là pour servir le peuple mauritanien et non pour nous servir. Qu'un poste politique est un poste où l'on se sacrifie pour le peuple et non un poste où l'on vient s'enrichir. Voilà ce que nous a dit le Conseil des ministres. Il nous a dit que lui, l'argent, ce n'est pas la finalité de sa vie. Il en a juste besoin le minimum, comme tout le monde, pour vivre, mais il ne fait pas de la recherche de l'argent la finalité de sa vie. Voilà ce qu'il nous disait. Et ce n'est pas tout. Il faisait tout pour qu'on ne s'enrichisse pas, et lui-même, il ne s'enrichissait pas. Il nous disait, par exemple, que nous ne pouvons avoir qu'un seul terrain. Un seul terrain. Et vous devrez l'occuper. Et ce terrain aussi, s'il y a un logement, il faut occuper le logement. Il n'est pas question que nous ayons un logement personnel et que l'État loue pour nous. Ça, il l'interdisait. Et puis, nous ne pouvions pas être actionnaires dans des sociétés privées. Il a enlevé beaucoup de responsables politiques parce qu'ils étaient actionnaires dans des sociétés privées. Lui-même, il refusait de s'enrichir. Exemple, il y avait des chefs d'État qui lui donnaient des chèques à titre personnel. En plein conseil des ministres, et je suis témoin. Il dit, voilà, on m'a donné ce chèque, mais moi, si on m'a donné ce chèque, même si c'est à titre personnel, on ne me l'aurait pas donné si je n'étais pas président. Donc ce chèque, allez-y, on n'a qu'à le budgétiser. Il donnait le chèque au ministre des Finances. Ah non, allons-y. Ce n'est pas aussi une seule fois qu'il l'a fait. Alors ce monsieur-là, ça veut dire qu'on le corrompt. Et d'ailleurs, il a refusé la corruption. Lisez son livre. Une fois, il était en mission. On a voulu même donner un cadeau à son épouse. Il a refusé que le cadeau soit donné à titre personnel. Il n'a pas de compte bancaire à l'extérieur. Et lorsqu'on lui a fait un coup d'État, il n'y avait que 300 000 ouvriers en poche. Et nous-mêmes, ministres, nous avions de très pauvres salaires. On s'en plaignait d'ailleurs. Mais il disait que c'est comme ça. On est là pour le poste. Il nous disait que le poste politique est un poste de sacrifice pour le peuple. Et non un poste où l'on vient s'enrichir. Voilà ce qu'il nous disait. Alors, donc ça c'est la réalité, ce n'est pas des rumeurs. Si maintenant on compare cette réalité avec ce qu'il vient de dire. Mais c'est très difficile de croire à ça. Les jeunes ne peuvent pas croire ça facilement. C'est de contre-vérité. Et puis, non seulement ça, l'argent de l'État. Il ne fallait pas gaspiller l'argent de l'État. Et il ne fallait pas le voler. Si vous volez en dessous de l'État, vous êtes dégommé de vos fonctions. Et vous allez en prison. L'impunité n'existait pas. Il n'y a pas de d'impunité. Sur ce plan, il n'a pas d'amis. Je connais ses amis qu'il avait mis en prison pour détournement d'argent. Je ne peux pas citer leur nom, mais tout le monde sait qu'il y en a eu. Moi, je sais, j'étais témoin. Même si vous prenez quelques sous, qui volent en neuf, volent en quelques sous, vous êtes dégommé et vous allez en prison. Donc il n'y avait pas d'impunité? Pas du tout. Il n'y a pas du tout d'amis. Et sur ce plan, il n'a pas d'amis. Parce que certains croient que, comme certains ont dit, bon, ça sont les amis du président. Mais amis du président, quand vous volez en dessous, vous allez en prison. L'argent de l'État aussi n'était pas à gaspiller. Pas seulement il ne fallait pas voler, mais il ne fallait pas gaspiller l'argent de l'État. Je vais vous donner encore des preuves. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dépenser l'argent de l'État pour des raisons qui ne sont pas. Parce qu'il disait que la Mauritanie est pauvre, que l'argent de la Mauritanie doit servir aux Mauritaniens, pour soigner les Mauritaniens, pour construire des écoles. Mais ce n'est pas, il ne faut pas qu'il y ait, on parle souvent dans nos pays du train de vie de l'État. Mais à ce moment, ils n'acceptaient pas tout. Nous, par exemple, les ministres, on avait une voiture modeste et une autre petite voiture. Pas plus. Alors, comparez cela à ce qui s'est passé après Mokhtar. Comparez cela à ce qui s'est passé maintenant. Et puis, même les ventilateurs, les climatiseurs, faisaient chaud, mais nous interdisaient de mettre des climatiseurs dans nos bureaux. Parce que pour lui, c'est du gaspillage. C'est du luxe. La Mauritanie, c'est un pays chaud. Il
Pourquoi nous nous permettons de mettre des ventilateurs? Vous n'aviez pas le droit de mettre des clims dans vos bureaux? Pas du tout, interdit. C'était interdit. Interdit, parce qu'il va dire, bon, alors vous, quand même, vous venez de la Mauritanie, il y a la chaleur, et les Mauritaniens qui sont là-bas, pourquoi vous payez le luxe d'acheter avec l'argent de l'État des climatiseurs? Lui-même, dans sa propre maison, il n'avait qu'un climatiseur. Et il vivait dans une villa très modeste. Très modeste. Villa très modeste. Donc, nous, il nous a habitués. On avait peur de nous enrichir. On avait peur de nous enrichir. Franchement, tout le temps. Ça, c'était aussi l'austérité. Ensuite, donc on ne peut pas parler de corruption, parler de... On ne peut pas parler de corruption, on ne peut pas parler de vol, on ne peut pas parler d'enrichissement. De gaspillage illicite, on ne peut pas. Je n'ai pas vu une époque où il y avait autant de morale dans la vie politique. Il faut bien dire que si cette équipe a pu réussir, parce qu'à ce moment, la Mauritanie avait beaucoup de prestige. Et pourtant, la Mauritanie était pauvre matériellement. Mais il y avait quelque chose de moral, il y avait une morale. Mais il y avait la morale. Autrement dit, nous avions voulu construire la Mauritanie avec une morale. Et d'ailleurs, lui, il nous disait, nous responsables, que ce qui est important chez nous, ce n'est pas le diplôme, c'est la qualité morale. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire de tribalisme, il ne faut pas faire de régime. Et surtout, il faut donner l'exemple. Il ne faut pas que nous, les ministres, nous disions aux gens, venez à l'heure, ne prenez pas du thé dans les bureaux, ne faites pas du tribalisme, ne faites pas de que vous donnez pas le bon exemple. Ne gaspillez pas l'argent. Il ne faut pas le dire si nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple. Et lui, effectivement, il donnait l'exemple et nous étions obligés de le suivre. On se plaignait d'ailleurs de cette austérité morale. Où est cette austérité depuis 1978? Où est cette austérité morale? Où sont ces qualités morales? Où est ce refus de s'enrichir? Où est ce refus de gaspiller de l'argent? Où est ce refus d'aider ses amis? Où est ce refus-là? Donc en parlant de liberté d'expression, Président, tout à l'heure vous disiez que vous pouvez critiquer le Président, que vous pouvez vous critiquer vous-même, c'est-à-dire de l'autocritique, et qu'il y avait une liberté d'expression qui existait bel et bien. C'est bien ce que vous venez de dire. Absolument, liberté. Oui. Je vais parler de la liberté d'expression. Il y avait un dialogue entre les jeunes et les moins jeunes, enfin, pour ne pas dire les vieux. Je vais vous parler de liberté d'expression. Jamais. Est-ce qu'il y avait un dialogue qui existait entre les jeunes et les moins jeunes? Absolument, je veux dire. D'abord, il n'y avait pas de conflit de génération. Il n'y avait pas de conflit de génération. Absolument. Président, quand on parle des jeunes qui ont envoyé une lettre au président de la République à l'époque, qu'on appelait les ministres de la lettre, tout à l'heure. C'est bien un conflit de génération. Depuis un certain temps, les gens dire, oh, l'ancienne génération. Les Cadériens étaient jeunes et il y avait bien un conflit de génération. Ils nous disaient, vous êtes maintenant, j'entends actuellement, parce qu'il faut bien dire que le régime militaire a échoué. J'entends dire. Non, mais maintenant, président, on parle d'autres choses. On parle du renouvellement de la classe politique. Je parle de ça. C'est autre chose. Ça n'a aucun sens. C'est une autre façon de dire que... renouvellement de la classe politique, ça n'a aucun sens. Mais il y a des idées. On renouvelle des idées. Quand j'ai moi de bonnes idées, alors il faut donc que moi je m'écarte, que d'autres qui n'ont même pas d'idées, qu'ils viennent à ma place. Est-ce que ça c'est raisonnable? Mais c'est bien ce que Mokhtar avait fait à l'époque. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec une génération qui avait beaucoup d'expérience, mais il n'y a pas assez d'universitaires. Il n'y avait pas de diplômés. Oui, il n'y avait pas de diplômés. Après, il y a eu des jeunes universitaires qui sont arrivés. Ces jeunes avaient envoyé une lettre au président. Avaient envoyé une lettre au président de la République pour se plaindre, pour critiquer justement le régime. Moi, j'étais là, j'étais présent. Pour se plaindre, ça veut dire qu'ils sont diplômés et qu'ils n'avaient pas de place? Non, ils critiquaient même le régime, ils critiquaient même le pouvoir, la manière dont les affaires... Ils critiquaient même. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Mokhtar leur a dit qu'il les invite à venir l'aider à construire la Mauritanie. Qu'ils peuvent bien critiquer, mais ils n'ont qu'à venir critiquer à l'intérieur du parti. C'est ce qu'il a dit. Après, il leur a permis donc de venir, de s'exprimer pendant de longues journées sur le problème du pays. Et après, il en a pris au bureau politique. Et après, il en a pris dans le gouvernement. Il y en a qui sont devenus ministres. Absolument. C'est-à-dire ceux qu'on appelle les ministres. Oui, alors ils avaient envoyé une lettre et certains appelaient
les ministres de la... Mais c'est des gens très compétents. Mais ils étaient à côté des autres, de ceux qu'on appelait les vieux, la première génération, parce que moi je suis venu encore une fois en 1960. Ça ne veut pas dire qu'on les a mis à la place des autres, Moi, mais ils ont travaillé ensemble. Ensemble. Moi je suis venu, je fais partie de la nouvelle génération, parce que je suis venu en 1971. Je ne suis pas venu, je ne suis pas là oui, pendant les 10 premières années. 11 ans après, quoi. Je n'étais pas là, 11 ans après. Vous étiez étudiant? J'étais là avec les jeunes universitaires, et il y avait aussi les autres maintenant, la génération de l'indépendance, mais on était ensemble dans le bureau politique, on était ensemble au conseil des ministres, et chacun prenait la part. Donc, il n'y avait pas conflit de génération, il y avait complémentarité de génération. Les anciens apportaient leur expérience, et aussi ils avaient le peuple avec eux, ils étaient populaires. Nous apportons notre savoir, notre dynamisme, mais nous ne sommes pas aussi populaires que... Parce qu'eux, ils ont le peuple. Donc, on se complétait. Oui, mais dans les gouvernements de Mokhtar, on parle souvent de quelque chose qu'on trouve assez spécial, c'est qu'on trouve deux frères dans le même gouvernement, un père et son fils dans le même gouvernement. Absolument. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre quand même? Lui, il a parlé de compétences. Il a parlé de compétences. Il a dit au conseil des ministres, moi je ne veux pas, il était question de ses parents, il a dit que je ne vais pas, moi, sanctionner mes parents, parce que ce sont mes parents, je ne vais pas les sanctionner pour cela. Mais je ne veux pas aussi les privilégier, parce que ce sont mes parents. Ouais. Ça veut dire que son souci, c'est la compétence. Il avait son frère qui était dans le gouvernement. Abdallah Dada, je crois. Absolument, Abdallah Dada. Mais moi aussi, j'avais mon frère qui était dans le gouvernement. Mais justement, c'est quand même... On a même père et mère. Moi, je suis venu un peu avant lui, quelques mois avant lui, on avait même père et mère. Vous étiez, oui. On était ensemble, il y a aussi d'autres aussi. Oui, il y avait même un frère, un fils et père. Il y avait même un père et un fils. Ah oui, ça veut dire que... Et il y avait un frère du président de la République, c'est quand même, nous aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui trouvent ça assez spécial. C'est-à-dire que c'est la compétence. Parce que les gens qui étaient compétents n'étaient pas nombreux, je suis tout à fait d'accord. On peut comprendre ça. C'est ça, il n'y avait pas beaucoup d'universités. Parce que la Mauritanie quand même avait besoin de techniciens, des ingénieurs, des docteurs, des médecins, des professeurs pour se construire. Il n'y avait pas assez de cadres comme maintenant. Donc il avait besoin de cadres. C'est pour cela que les jeunes sont venus. Que ce soit ses parents ou non, ils voyaient la compétence. Mais, il y a un mais. Quel est ce mais? Ce mais, c'est que si vous êtes son parent, que vous commettez des erreurs, il ne va pas hésiter à vous enlever aussi. Parce que, exemple, celui que vous avez cité tout à l'heure, il était ministre, oui, mais il a été aussi enlevé. Abdallah Dada. Oui. Parce qu'Ahmed Dada était aussi ministre. Oui, il était ministre. Mais après, moi, en départ, j'ai quitté vers 1978. Mais moi, j'étais avec mon frère, même père et mère. Et il aurait pu dire, parce que je suis venu avant mon frère, il aurait pu dire, moi, je suis venu, pourquoi il prend mon frère de même père et mère dans le gouvernement? Mais c'était à cause de la compétence. Tout à l'heure, vous disiez quoi? C'était Abdallah Dada, qu'est-ce qu'il a fait? Je n'ai pas entendu. Abdallah Dada, c'est... Vous qui avez cité son nom. Oui. Bon, il était dans notre gouvernement. Oui. Mais après, il a quitté le gouvernement. Ça veut dire qu'il a été sanctionné par le président? Enfin, Mokhtar l'avait enlevé en tout cas. Donc, ça veut dire qu'il n'hésite pas aussi à sanctionner son... Quand on parle de l'unité nationale, parce que nous aujourd'hui, les Mauritaniens qui n'ont pas connu cette époque, quand on revient sur l'historique de l'unité nationale, les problèmes de l'unité nationale entre ce qu'on est convenu d'appeler négro-africain et mort, ou arabe, ou appelez-le comme vous voulez, on revient souvent à cette année de 1966, où il y avait des contestations, où il y avait des problèmes entre élèves, et l'historique de ce conflit commençait bien en 1966. Donc quand on parle de l'unité nationale aujourd'hui, on se dit, le racisme existait, il existe d'ailleurs, bien sûr encore. Mais est-ce qu'il y avait un racisme d'État à cette époque? Je veux dire, à proprement parler, il n'y avait pas un racisme d'État affiché, prémédité et appliqué, comme c'est le cas après le régime du président Mokhtar. C'est surtout sous le régime militaire qu'il y a eu ce racisme d'État. Mais il y avait bien un nationalisme arabe à l'époque. Il y a un nationalisme négro-africain d'ailleurs. Il y avait à ce moment... Il y avait le vent de la négritude, il y avait le nationalisme arabe de Nasser, le mouvement de la négritude de Senghor et autres. Et donc il y avait ce nationalisme de deux bords. Bon. Il y avait, je me rappelle, par exemple, quand il y avait la fédération du Mali, il y avait
un mouvement qui était surtout tourné vers le sud. Un mouvement négro-africain. Oui, c'est-à-dire des gens qui voulaient le rattachement de la Mauritanie à la Fédération du Mali. Ouais. Mais il y a d'autres tournés surtout vers le monde arabe qui étaient contre. Mais je me rappelle, je ne vais pas citer leur nom, l'un a été arrêté et l'autre a été aussi arrêté. Les deux ont été les deux nationalistes morts et noirs. Bon, oui. Un qui voulait plutôt le rapprochement avec le monde négro-africain et l'autre qui voulait le rapprochement avec le monde arabe. Ils ont été arrêtés. Vous voulez dire par là que le président à l'époque traitait les deux communautés de la même façon. Il faut dire aussi que vraiment, pendant ce temps-là, on ne voyait pas, il n'y avait pas cette séparation. Ce racisme qu'on voit maintenant. Les élèves, beaucoup me l'ont dit, ils se côtoyaient, il y avait une fraternité, il y avait une amitié. C'est après. Oui, vous étiez dans les mêmes classes, vous étiez ça. C'est après. Pour ces générations aujourd'hui, il y avait même beaucoup de choses. Il y avait des mariages mixtes, vous savez. Il y a eu beaucoup de choses. Quand on va à la même école, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, les enfants ne vont pas à la même école. Pour la simple raison que les enfants des Noirs vont à l'école française, les enfants des Morts vont à l'école arabe, et ils sont appelés pour servir le même pays demain. C'est sous le régime. Ce qui est incompréhensible. Sous le régime militaire. Tout ça, donc, le racisme d'État a connu son exaspération sous le régime, sous Maïa, et après. Et donc, il n'y avait pas de racisme d'État à cette époque. Il n'y avait pas de racisme d'État affiché, voulu, prémédité. Il était mauritanien plutôt qu'autre chose, Mokhtar. Cette équipe était une équipe qui travaille pour la Mauritanie. Je me rappelle qu'au temps de Mokhtar, il y avait quand même des gens qui avaient occupé tous les postes. Il y avait des ministres des Affaires étrangères, il y avait le ministre de l'Intérieur. Noirs, vous dites? Le ministre des Affaires noires, oui. Oui, mais ce n'est pas une raison. Au temps de Maouia, il y avait des ministres blancs. Aujourd'hui, on a des ministres noirs. Depuis quand les négro-mauriciens ne sont pas présidents de à l'Assemblée nationale? Depuis quand? À ce moment, il y avait des ministres. On a toujours eu un... président. Donc, à ce moment, il n'y avait pas de distinction. On a occupé des postes importants. Ça, c'est la vérité. On a occupé des postes. Il y a eu bien sûr un problème qui s'est posé. Ce problème culturel de l'unité nationale, il s'est posé aussi au temps de Mokhtar, mais il s'est aggravé après. Bien sûr, il y a eu des problèmes. Il y a eu le problème de 19, c'est vrai. Il s'est confronté à ce problème. Je ne dis pas que ce problème a été réglé, il n'a pas du tout été réglé. Il avait commencé encore à surgir, mais c'est surtout sous Maouia qu'il y a eu le summum de gravité, de racisme d'État, de volonté de dénigrification de la Mauritanie. C'est à ce moment que ça s'est exacerbé sous son temps. Et maintenant aussi, il y a aujourd'hui aussi un racisme d'État, jusqu'à présent. Donc on va parler un petit peu... Au niveau des nominations, au niveau de beaucoup de choses. Le président, on va parler un petit peu dans... Vous aviez parlé tout à l'heure d'un problème de la liberté d'expression. Oui. Allez-y. Je dis que la liberté d'expression, là je suis témoin. Mokhtar avait fait des séminaires régionaux. Les gens venaient, ils s'exprimaient très librement. Rappelez-vous bien, on a été jusqu'à s'attaquer à sa vie privée, jusqu'à s'attaquer à la vie privée de sa femme, son épouse. C'était des insultes, mais il n'a jamais arrêté ceux qui ont tenu les insultes, jamais. Vous pensez que sous le régime militaire, si on insulte, s'attaque à la vie privée du président, vous croyez qu'on va dormir tranquillement? Oui, je ne peux pas donner mon point de vue, mais je sais que ce n'est pas évident. Donc on va... Il y a des gens qui ont été arrêtés. À ce moment, on n'est pas... Moi-même, lorsque les élèves l'insultaient, j'étais ministre chargé de l'éducation. Vous étiez ministre chargé de l'éducation. Au moment de la contestation. Mais j'ai passé devant les établissements, on l'insultait. Il a dit à la police de ne pas bouger. Il a dit à la police de ne pas bouger. Et la jeunesse aussi, à ce moment, quand la jeunesse contestait aussi, la solution, c'était surtout cette politique de dialogue. Oui. Moi, quand il m'avait nommé ministre, c'était surtout pour dialoguer avec les élèves. Voilà, en 1971, j'ai dit au président, il ne faut pas qu'on emprisonne les élèves, qu'on les mette au soleil. Il faut pratiquer la politique du dialogue. Quand je lui ai dit ça, il a accepté, il aurait pu refuser. Et j'ai fait la politique du dialogue avec la jeunesse scolaire et même avec les cadres. Il vous a chargé de dialoguer avec les élèves? Avec les élèves. J'ai parcouru tous les établissements. J'étais là, devant les élèves, devant les représentants des élèves, parfois de 5 h de l'après-midi jusqu'à minuit, jusqu'au matin même, en train de parler avec eux.
J'aurais pu dire, bon, alors, Ouais, pour certains, non. Donc c'est une équipe qui croyait plutôt au dialogue. Absolument. Et il y avait un symposium. Donc le président, il faut qu'on parle un petit peu, parce qu'on a eu beaucoup de temps, on va parler de... votre équipe a souvent été attaquée sur un autre côté qui est la guerre du Sahara. La guerre du Sahara qui s'est déroulée entre 75 et 78, bien sûr, ou 79. Un conflit militaire qui opposait le Maroc et la Mauritanie au Front Polisario, sur le territoire du Sahara occidental. Ça veut dire que la guerre a éclaté suite au retrait de l'Espagne, du Sahara espagnol, qu'elle avait convenu de céder au Maroc et à la Mauritanie lors des accords de Madrid. Donc on va suivre un petit documentaire vite fait de 4 à 5 minutes sur cette guerre-là, et on va vous redonner la parole. D'accord. Attention pour les couleurs. Envoyez. Dans le même temps, l'étoile et le croissant de notre drapeau illuminaient le ciel du Kéris occidental, 14e région de la République islamique de Mauritanie. Mais pourquoi notre drapeau est-il maculé de sang? 10 décembre 1975, Inal est traîtreusement attaqué. Sur l'appareil directeur, dérive 1320. Mode 14, accélérer la mise en batterie, préparer une dizaine d'isobules par pièce et soyez prêts à déclencher le feu dans 5 minutes. Et nous espérons que mon pays ne soit pas mis dans la situation difficile. Il sera obligé de choisir entre son existence même et une solution préfabriquée et artificielle et qui n'a rien à voir avec la réalité. Et je pense qu'il doit être très clair pour tous que devant ce choix, la Mauritanie ne peut choisir que la Mauritanie. Lui, c'était Birmogren.
la Mauritanie n'est pas préparée à la guerre, mais elle se battra contre ceux qui l'ont agressée et trahi. La position de l'Algérie est claire. Elle estime que cette organisation a des devoirs à l'égard du peuple du Sahara, et c'est pour cela que comme elle s'y est engagée auparavant, elle continue à penser que la solution de ce problème doit être trouvée au sein de cette organisation. L'armée mauritanienne se bat avec une bravoure inouïe à Aïn Bentili. Inal, Bir Mogren, Aïn Bentili, 3 paisibles localités mauritaniennes, toutes situées à l'intérieur de nos frontières de 1960. Chacun s'interroge. Pourquoi? Parce que le 10 novembre 1975, à Béchar, en Algérie, Mokhtar Ould Daddah a dit non au chantage de Boumedienne. Parce qu'il a dit non au nouvel impérialisme qui se cache derrière la fraternité de religion et de sang. Parce que Mokhtar Ould Daddah est un homme de parole. Il s'est engagé devant son peuple à réunifier sa patrie dans l'amitié retrouvée avec le Maroc frère, amitié bénie d'ailleurs dans le passé par l'Algérie. Accablant témoignage de ces casquettes d'officiers algériens trouvés sur le champ de bataille à Aïn Bentili. Est-ce qu'on peut dire que cette guerre est une erreur qui a été fatale à votre équipe? D'abord, avant de répondre à votre question, il faut saluer la mémoire aussi de nos soldats courageux qui ont perdu la vie au Sahara. Là aussi, il est bon de leur rendre hommage et même aussi d'observer une minute de silence à leur endroit. Il n'y a pas de doute que nous avons des soldats courageux. Nous en avions. Nous avons aussi aujourd'hui des soldats mauritaniens courageux. Et ils sont aussi nombreux. Ils ont fait leur preuve dans l'armée. Cela dit, il faut aussi dire des choses claires concernant ce problème, cette guerre du Sahara. Premièrement, il faut reconnaître que depuis 1957, moi d'ailleurs à ce moment je n'étais pas là, j'étais encore sur les bancs de l'école. Mais en 1957, le chef de l'État mauritanien avait dit que le Sahara espagnol faisait partie de la Mauritanie. C'était une partie intégrante de la Mauritanie. Autrement dit, il y avait il y avait 2 parties. Une partie colonisée par la France et l'autre partie colonisée par l'Espagnol. Donc pour Maître Mokhtar Daddah, il a toujours été honnête avec... Il y a une partie, il a été toujours logique. Logique avec soi-même. Oui, une partie a été décolonisée et l'autre partie devait aussi l'être. Donc il est logique dans sa position. C'est pour cela qu'après, lorsque cette partie indépendante, la partie colonisée par la France, anciennement colonisée par la France, est restée à décoloniser l'autre partie. C'est pour cela qu'il a voulu décoloniser l'autre partie. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas d'accord. Donc mais cette guerre n'a pas été imposée. Elle lui a été imposée. Maintenant, cette guerre lui a été imposée. Il l'a dit aussi dans ses discours. Oui, il a d'ailleurs très bien expliqué dans son livre. Il a dit que l'Algérie avait déjà affirmé que elle n'avait aucune revendication d'ordre territorial sur le Sahara. Que si le Maroc et la Mauritanie s'entendaient, elle était d'accord. Pour le président Mokhtar, après que ce s'est passé, c'est que l'Algérie est revenue sur sa décision. Donc, pour la Mauritanie, on a été agressé. D'ailleurs, Mokhtar a dit que nous ne voulions pas de cette guerre. C'est une guerre qui nous a été imposée. Ça, il faut bien reconnaître. Ensuite, il ne faut pas aussi oublier que ce n'est pas seulement Mokhtar qui est rentré dans cette guerre. Il y avait le congrès du Parti du peuple mauritanien, plusieurs congrès. Et à chaque fois qu'il soumet ce problème, le congrès lui-même acceptait cette guerre du Sahara qui nous a été imposée. Donc, ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas l'incriminer. Vous croyez que c'est le peuple mauritanien qui... C'est le peuple mauritanien, le congrès. Et aussi, dans le cadre de ce congrès, il y avait encore les représentants des militaires qui étaient là. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu même, lorsque vous sortiez en film, j'ai vu une personnalité qui était présente dans ces congrès. Et l'armée n'a jamais dit, à ce moment, n'a jamais dit à Mokhtar, non, nous, cette guerre est injuste, nous ne voulons pas, n'a jamais dit.
Non, mais nous ne parlons pas au nom de l'armée. Je dis, est-ce que le peuple mauritanien avait accepté le fait d'aller en guerre? Absolument. À chaque fois que ce problème du Sahara s'était posé, dans le Congrès se levait, les gens applaudissaient. J'ai des films. Oui, mais il applaudissait tout. Comme les gens applaudissaient tout. C'est pas une raison. Ils avaient approuvé. D'ailleurs, il a toujours été élu 99% des voix, donc c'est normal. Le Conseil des ministres a approuvé, le bureau politique a approuvé et le Congrès a approuvé actuellement. Donc vous, en tant qu'homme politique avec du recul, vous croyez que cette guerre nous a entraîné dans un conflit, ou ce conflit désastreux nous a entraîné quand même dans une position très, très délicate? Mais il faut quand même dire quand même que c'est ce pays quand même qui avait dit, un pays qui avait dit qu'il n'a aucune revendication territoriale. Que si le Maroc et la Mauritanie s'entendaient sur une solution, que ce pays est d'accord sur cette solution. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Relisez le livre de Mokhtar, qui a fait marche arrière. Vous parlez aux futures générations. Absolument. Qui a fait marche arrière. Si Mokhtar n'avait pas dit en 1957 que l'autre partie était une partie intégrante, on peut dire non, vraiment c'est une agression. C'est un pays qui a été colonisé, pourquoi maintenant vous voulez vous revendiquer ça? Si ensuite l'Algérie avait dit non, nous ne sommes pas d'accord, pas du tout, il n'est pas question que vous preniez une partie du Sahara, à ce moment, on peut dire que ce n'est pas... Ou bien si le peuple mauritanien, à travers le Congrès et tout, avait dit non, ça c'est pas normal, ou même si les militaires avaient dit... Il n'y avait jamais de contestation. Il n'y avait pas de contestation. Alors donc la responsabilité incombe à qui? Incombe à tous, au peuple mauritanien. Oui, et c'est un argument dilatoire, là, c'est le fait de dire que nous faisons le coup d'État à cause de la guerre, c'est pas exact ça. Et pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose. Attendez, oui, bien sûr qu'il y avait autre chose. Mais c'est maintenant c'est le peuple mauritanien quand même qui avait élu Mokhtar. Mais allez-y, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'est lui qui pouvait... Pourquoi les militaires, qu'est-ce qu'ils avaient comme problème? À part le fait qu'ils voulaient arrêter, soi-disant, entre guillemets, la guerre des Sahara. Mais ils voulaient pas... Tout à l'heure, vous vouliez dire autre chose, mais vous ne l'avez pas dit. Mais non, je veux dire tout simplement... Qu'est-ce qu'il y avait? Que le fait de dire, c'est qu'eux, tout simplement, parce que certains ne voulaient plus de la guerre, certains voulaient aussi avoir le pouvoir. Certains ne voulaient plus de la guerre, ne voulaient plus faire la guerre, et certains aussi voulaient le pouvoir. C'est ça. Ensuite, il faut quand même dire aussi, quand on parle des militaires, il y a militaires et militaires. Il y a des militaires qui avaient fait le coup d'État, mais il y a d'autres qui n'avaient pas fait le coup d'État. Il y a des militaires qui peut-être n'allaient jamais faire le coup d'État. Il y a des militaires qui sont venus par la suite. Il y a des militaires qui ne pensent qu'à remplir la fonction de militaire, qui ne pensent même pas faire la politique. Et aussi, il faut bien dire qu'il y a aussi des militaires qui sont de bonne foi, des patriotes, qui sont très courageux. Donc nous nous confondons, nous parlons du régime militaire. Nous ne sommes pas encore une fois contre les militaires. Nous sommes contre le régime militaire. Nous disons qu'il est temps que le régime militaire laisse le pouvoir aux civils. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous continuons à dire. Ce qui se fait maintenant, c'est ridicule. Les gens sont en train de discuter, de se tirailler à propos des élections. Le PLS d'ailleurs a toujours boycotté les élections depuis très longtemps. Ce n'est pas maintenant. Et maintenant, le PLS boycotte avec l'accord des élections parce que c'est ridicule. Ce n'est pas avec les élections qu'on résout les problèmes de la Mauritanie. Pourquoi d'ailleurs les gens se tiraillent pour aller aux élections? Est-ce qu'ils se rivalisent d'ardeur pour servir le pays, ou bien il y a une autre raison? Vous savez bien qu'il y a une autre raison. Beaucoup de Mauritaniens, heureusement pas tous, ne votent pas pour des principes, pour des idées, pour des idéologies, pour des projets de société. Beaucoup de Mauritaniens n'ont pas de conviction. Beaucoup aussi sont opportunistes, pas tous heureusement. Ces élections-là, on veut être député pour avoir beaucoup d'argent. Mais on fait un coup d'État pour avoir de l'argent. On fait, ce qui est très mauvais, on veut être sénateur pour avoir de l'argent. C'est pour cela que moi j'ai proposé la gratuité du mandat parlementaire. Ah ben oui, c'est un sujet extrêmement intéressant. Personne ne m'écoute. C'est ce qui dans cri. Heureusement que beaucoup sont pour. Mais personne ne m'écoute. Le PLS a fait 17 propositions pour résoudre le problème mauritanien. Tous les problèmes mauritaniens, personne n'écoute. Et maintenant on se tiraille, élections, et puis les élections encore, qui ne sont pas consensuelles. Donc, qui divisent le peuple mal, qui réveillent les vieux démons. Monsieur le Président, les hommes politiques, vous allez toujours nous traîner pour parler politique, mais là, on est là. Je sais bien, mais je conseille aux militaires, d'accord, mais les militaires doivent, puisqu'ils tout à l'heure, ils ont dit qu'ils vont construire la Mauritanie.
Mais quand on construit la Mauritanie, il ne faut pas diviser les Mauritaniens pour rien. Il ne faut pas faire la politique pour s'enrichir. Malheureusement, beaucoup font la politique pour s'enrichir. Il faut que les militaires quittent le pouvoir. Donc vous croyez que les militaires sont emparés du pouvoir pour s'enrichir? Ils sont emparés du pouvoir, il faut qu'ils... Les députés, ils veulent être députés pour avoir un salaire beaucoup plus important. C'est le problème de l'argent. C'est pour ça que vous savez proposez la gratuité du mandat parlementaire. Vous savez pourquoi la Mauritanie se porte mal? C'est d'abord parce que beaucoup font de la politique pour s'enrichir. Et deuxièmement, la Mauritanie aussi a importé un modèle qui n'est pas le sien. Le modèle de démocratie qui n'est pas le sien, le modèle d'État qui n'est pas le sien, le modèle de constitution qui n'est pas le sien. Il s'agit des modèles importés. Vous pensez que la première équipe, quand on parle de vous, la première équipe de 168, en partant, c'est le principe du PPM, du parti unique, vous pouviez à un moment donné arriver à faire une démocratie à la mauritanienne? Il y avait d'abord une démocratie caractérisée par la liberté d'expression et par le dialogue. Mais attention, si vous lisez... Vous vouliez inventer quelque chose? Absolument. Si vous lisez le livre du président Mokhtar, il avait dit que les Mauritaniens doivent construire leur modèle démocratique. Ça veut dire qu'il ne voulait pas qu'on reste toujours dans le cadre du parti unique. Il faut construire un modèle démocratique, mais il ne faut pas imiter l'Occident. Il a dit qu'il faut construire une démocratie de synthèse. Il faut faire la synthèse entre les valeurs islamiques, arabes et négro-africaines pour construire notre modèle de démocratie. Donc, ce sont les jeunes, ce sont les intellectuels qui doivent réaliser cette synthèse. Moi, ce que je regrette, c'est que les intellectuels n'ont pas fait ce rôle, ce travail. Ils n'ont pas joué ce rôle. Parce qu'ils ont recopié. Parce qu'ils sont comme les autres. Moi, j'ai insisté pour dire qu'il faut remettre en question le modèle occidental de démocratie, le modèle occidental d'État, le modèle occidental de constitution. Il faut réfléchir sur le modèle mauritanien. Spécifiquement mauritanien. Et j'ai donné des exemples, 17 propositions. 17 propositions qui sont là. Et dans le cadre de ces 17 propositions, il y a la gratuité. Il y a le primat au consensus. Il y a le Premier ministre élu par consensus. Les ministres choisis par consensus. Le partage du pouvoir d'une façon équitable. Le partage des richesses. La décentralisation du pouvoir. Un chef d'État avec moins de pouvoir. Avec moins de pouvoir. Avec moins de pouvoir. Parce que si le chef d'État a beaucoup de pouvoir, c'est l'échec. Et j'ai dit aussi qu'il faut qu'on revienne aux valeurs islamiques. On était en face de deux catégories de valeurs. Les valeurs de l'Occident et les valeurs de l'islam. Vous savez, la grave erreur qu'on a faite, la grave faute qu'on a faite, le grave péché qu'on a fait, c'est qu'on a substitué les valeurs de l'Occident aux valeurs islamiques. On a remplacé une bonne partie des valeurs islamiques par les valeurs de l'Occident. Et on a échoué. On ne devait pas échouer. On ne devait pas être en crise. Si on avait mis en valeur les valeurs islamiques, autrement dit, si on avait construit une vraie république islamique de Mauritanie, je vous assure qu'on n'allait pas avoir de crise. Mais les valeurs islamiques sont où? On n'allait pas avoir de problème de l'unité nationale, mais l'islam a été trahi. Trahi par le pouvoir, trahi par les hommes qui sont au pouvoir. Mais trahi par tout le pouvoir. De 60 à 68, il n'y avait pas d'islam non plus. Les Mauritaniens n'ont jamais appliqué l'islam. À l'époque, rappelez-vous, il y avait ce qu'on appelait le faux cheikh. Le faux cheikh. Oui, c'est la lutte contre le faux chef, d'accord. Pour nous, pour notre équipe et pour Mokhtar, il y avait de vrais cheikhs et il y avait de faux cheikhs. Les vrais cheikhs, la morale, ça veut dire pour donner une morale. Oui, c'est ça. Les vrais cheikhs, c'est ceux qui enseignaient l'islam et qui respectaient la morale islamique. Les faux cheikhs, c'est ceux qui parlaient de l'islam sans l'appliquer. Et il y avait l'exploitation. Ce phénomène était combattu par absolument. Et il avait dit, lui, que dans ses livres aussi, que l'islam tel qu'il le conçoit n'est pas l'islam tel qu'il est appliqué. Il parlait de faux cheikhs. Et maintenant l'islam est radicalement bafoué. C'est dommage. L'islam est bafoué de A à Z. La morale islamique est bafouée de A à Z. Moi, depuis 22 ans. D'ailleurs, si on vous appelle pour régler un problème en Centrafrique et qu'on ne peut pas vous appeler pour régler un problème en Mauritanie... Ils ont refusé. Moi, j'ai été en Centrafrique. J'ai réglé les problèmes des autres alors qu'on a nos crises. Non, ça veut dire que je suis venu là. J'ai proposé des solutions. Là-bas, on m'avait écouté au moins dans le cadre des PNUD. J'avais fait des propositions, on avait accepté. Je viens dans mon propre pays, il y a des crises. Avec un conflit très difficile. Très difficile. Je viens dans mon propre pays, je fais des propositions pour sortir de crise et on ne peut même pas écouter. Et je suis sûr que tant qu'on ne remettra pas en question ce modèle d'État de démocratie, tant que nous-mêmes, nous n'allons pas nous remettre en question, tant qu'on continuera à faire la politique pour nous enrichir, tant qu'on n'appliquera pas l'islam, les valeurs islamiques, on ira toujours d'échec
en échec. Donc vous croyez que On ira toujours de crise. Et la crise va continuer. Ce ne sont pas ces élections qui vont éviter. Vous croyez que les intellectuels doivent commencer à réfléchir pour pouvoir sortir et faire des propositions qui sont spécifiquement à la mauritanienne, quoi. Une démocratie à la mauritanienne. Une démocratie à la mauritanienne, mais fondée sur l'application des valeurs islamiques. C'est à ce moment qu'on résout le problème. On va résoudre à ce moment le problème de cohabitation. On va résoudre le problème de l'esclavage. On va résoudre le problème de l'unité nationale. On va résoudre tous les problèmes avec ça. Mais maintenant, depuis 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On va de crise en élection, d'élection en crise. C'est l'éternel recommencement. C'est l'éternel travail de Sisyphe. Je ne sais pas si vous avez lu Sisyphe, c'est le héros de Camus. Il est toujours en train de rouler de pierre, et quand il roule la pierre retombe. Nous sommes toujours en train de faire le travail de Sisyphe. Jusqu'à quand? Je donne un conseil à ces militaires. Il faut qu'ils quittent le pouvoir. Mais c'est fini, ils ont quitté le pouvoir, les militaires. Ils n'ont pas quitté le pouvoir. C'est toujours le régime militaire. C'est toujours le régime militaire qui est là. Je vous rappelle que le président de la République, Mohamed Abdelaziz, quand même, parce qu'on ne peut pas ne pas dire ça, a reconnu plus ou moins Mokhtar Ould Daddah en donnant l'avenir Mokhtar Ould Daddah. Au moins, il a donné le nom du président Inaveni. Aucun président militaire n'a jamais pensé même prononcer le nom de Mokhtar Ould Daddah. Ce n'est pas d'abord ça qui est important. Non, je ne dis pas que c'est important. On devait même donner l'aéroport, mais ce n'est pas tout ça qui est important. Je sais que c'est l'important, ce n'est pas de donner une rue. Mais c'est reconnaissance au moins. C'est d'ailleurs, il a fait, aucun autre président ne l'a fait. Aziz a fait régner la peur dans ce pays. Il n'a pas appliqué la démocratie. Vous savez, ce n'est pas un intellectuel. Il aurait dû concevoir un modèle de démocratie. Il ne l'a pas fait. Et puis ensuite, il a fait régner sur ce pays la peur. Tout le monde a peur. Même certains journalistes risquent d'avoir peur. Non, tout le monde a peur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on a peur? Les hommes d'affaires ont peur. Si nous ne sommes pas avec le pouvoir, notre société risque de disparaître. Les fonctionnaires ont peur. Parce que si nous ne sommes pas avec le pouvoir, eh bien, ils risquent aussi de ne jamais être service au directeur de service. Les campements et les villages ont peur. Parce que si nous ne sommes pas avec le pouvoir, ils n'auront pas de forage, pas de puits, etc. Et tout le monde a peur. Quelle est cette démocratie sous le climat de peur? Il n'y a pas de démocratie. Président, il faut qu'Aziz... On a malheureusement, ce sera le mot de la fin, on n'a malheureusement plus le temps. Ainsi prend fin cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Al-Wataniya TV. À très bientôt. Al-Wataniya nous ressemble. Merci, Président. Merci bien.